Le sprinkler, Mimi. Les personnages, quelque chose que vous faites régulièrement? Comprendre l'individu, comprendre l'utilisateur à fond, son âge, son niveau d'éducation, Il donne une personnalité. sa journée hein. parfaite avec l'application qu'on développe. J'ai vécu des utilisations assez variées des personas. Ouais. Dans certaines entreprises, il y en avait. Il y avait un carton découpé. On rencontrait Paul à tous les matins, notre... puis dans d'autres, le mot persona existait tout simplement pas. Mm-hmm. Donc, on parlait de l'utilisateur avec un U majuscule, là, mais c'était ça notre persona. Puis GF, il veut quoi, lui, par rapport au personnage? On oublie ça, c'est une vieille approche, on n'en parle plus, ou s'il faut, C'est magnifique. faut commencer à prendre ça au sérieux. Ça vaut la peine de ça prendre ça dépend. au C'est sérieux. le moment de sortir le carton, ça dépend. Non, ça vaut la peine de prendre ça au sérieux parce que il y a des moments où on n'a juste pas les moyens, on n'a pas le temps d'aller rencontrer un utilisateur. Ouais. Donc, on peut au moins prendre un fallback, dire on a une décision à prendre. Là. Si on regarde Paul, si on regarde Marie, nos deux personas, qu'est-ce qu'ils ont besoin dans le cas actuel? Fait que ça va au moins nous donner une réponse pour aller un peu plus loin, prendre une décision puis avancer. Mm-hmm. Donc, oui, on en a besoin. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire 20, 25? Un moment donné, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai entendu des cas qui pondaient des personas pour être politically correct, là, pour être sûr de respecter toute la diversité possible. Un moment donné, ça ne donne rien si ce n'est pas tes utilisateurs cibles. Mm-hmm. Puis ça change quelque chose dans le comportement ou dans l'objectif ou dans l'utilisation de la personne. Là, je veux dire. Exact. J'ai assisté à une présentation il y a environ 2 ans dans une grande institution financière, sans nommer le nom. Et l'expert UX disait, si tu prévois faire des personnages et que tu ne rencontres pas le vrai utilisateur, ça ne vaut même pas la peine de faire des personnages. Ta position là-dessus, ça serait quoi? Il y a du vrai, parce que, comme je disais avant, si tu ne rencontres pas l'utilisateur, tu n'as quand même pas une certitude, d'abord, d'avoir même construit les bons personnages. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'eux, il faut qu'ils soient... Ils représentent des vraies personnes qui vont utiliser. Donc, là, je suis d'accord avec. Ouais. La partie que je mettrais un « ça dépend », c'est que, un peu comme je disais, il y a des fois... Tu n'as pas le temps d'aller rencontrer des utilisateurs, tu n'as pas le... Il y a plein de contraintes. Budget, Ouais. peu importe. C'est ça. Mm-hmm. Donc, tu peux utiliser les personnages comme une béquille. Ouais. Le danger, c'est de t'en servir trop puis d'oublier qu'il y a des vrais humains. Puis là, finalement, de juste parler à tes morceaux de carton qui sont dans ton... Donc, ça peut être un danger, mais globalement, oui, je serais d'accord avec le fait que si tu parles jamais à personne... tu risques de te planter. Oui. Tu vas croire tes mensonges. Ouais. Tu parles beaucoup de aller valider, aller rencontrer ces personnes-là. Oui. Dans le day-to-day là, d'un gars de UX, là, de quelqu'un qui est professionnel là-dedans, comment ça se matérialise? Ça veut dire quoi? Tu sors dans la rue avec ton micro puis tu leur fais des interviews. Comment ça se passe? Souvent, ça se passe un peu plus en amont pour justement aller chercher les données de c'est qui nos utilisateurs. Bon, big design up front, ça y est. C'est pas un piège, je ne savais pas qu'elle réagirait de même. Moi, je suis intéressé pour vrai. Ça, c'est une des parties de justement rencontrer les utilisateurs. C'est beaucoup en amont, mais après, à quelle fréquence des rencontres, ça dépend. Oui, ça dépend. Du budget, encore une fois, mais aussi de la maturité de l'entreprise, parce que la maturité UX, parce que s'ils ne croient pas beaucoup au design, ils vont permettre moins souvent d'aller rencontrer des gens. Comment tu sélectionnes ces gens-là? Si tu es chanceux, tu as 2-3 clients plus privilégiés avec qui tu as une bonne relation, puis tu les appelles aux 3 sprints, aux 4 mois. Tu les invites dans des revues, dans des trucs comme ça, ou c'est... je suis très spécifique. Moi, ça, je ne l'ai jamais fait. C'est plus vraiment d'avoir plus une entrevue structurée avec eux pour dire, on a le logiciel,
comment tu l'utilises, qu'est-ce que tu n'utilises pas, comment tu le comprends. OK. Tu l'as fait avec moi, ça? Oui. C'était quoi le logiciel? Je pense que c'était Hopper. C'était Ouais, Green Hopper, je pense, Ouais, quand, ouais, ouais. Du Puis- vieux old school Pixis ici. Oh, là, ouais. qui ressort, là. T'as dans une salle, puis il dit t'as le goût de cliquer où, Eric? Ben, Le oui, piton c'est un vert. peu ça. Quand je faisais ma maîtrise puis que je faisais mes dents sur les OK. pratiques d'ergonomie, justement, ben, mes collègues, c'était mes cobayes. Moi, je voulais un scanner de l'iris, là, mais il n'y en avait pas disponible. Non. Mais bon, pas de budget. comme J'avais tu à dis. Donc, forme d'entrevue plus ou moins formelle, mais à Plus ou moins fréquence. formel. Là, Ça, c'est la méthode que moi, j'ai utilisée. OK. Mais oui, il peut avoir amené le client dans une rétro, ça peut être une façon. Mais dans le fond, tu essaies surtout de le voir comment lui, il agit avec la solution. OK. Donc, si pas vos rétros, mais vos reviews, pardon, sont en mode voici ce qu'on a développé, découvre-le par toi-même, ben oui, ça peut être une bonne façon d'avoir du feedback utilisateur. Ouais. OK. Mais c'est quand même bon d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré parce que si tu rencontres plusieurs personnes, tu veux quand même être capable de comparer les résultats. Donc, quand même avoir une forme de structure, mais c'est ça. Moi, je le faisais en forme d'entrevue. OK. Il y a sûrement plein de monde qui l'ont de différentes façons. Puis c'est de le faire le plus souvent possible que le budget, temps et budget financier permet. Là. Bon, excuse. Ben, je ben, voyais. ben, Vas-y. J'ai vécu une situation où les utilisateurs, compagnie d'assurance, étaient habitués à travailler sur du du vert sur noir, là, du mainframe, avec tout sur le clavier, là, de A à Z. Ils sont bons, là, ils vont vite, là, Ah, puis ils sont oui, c'est comme, drillés. tu Là. sais, je ne sais pas si les gens connaissent VI, là, mais il y en avait des torticolis des doigts. Nous, notre mission, c'était de transformer ça en une application plus web. Et donc, au lieu de faire 28 manœuvres, tu appuies sur un piton. Et puis, le feedback des utilisateurs, c'était très négatif. Oui. C'était plus simple, c'était plus beau, c'était beaucoup plus efficace. Oui, il y avait un peu plus de délai. Tu sais, le mainframe, c'était branché hein. direct. Là. Pourtant, il y a eu du bon UX qui était fait, il y a du bon développement qui était fait, ça fonctionnait bien, mais au final, l'utilisateur ne l'aimait pas. Mm-hmm. On s'est trompé où, selon toi, là-dedans? D'hypothèse, là. Docteur, Ouais, give it to me straight. La première chose que j'ai le goût de dire, c'est la gestion du changement. Ouais. Hmm. Parce que si, en effet, le processus a été respecté, de dire on rencontre les gens pour comprendre comment ils travaillent, on veut savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, est-ce qu'ils veulent garder leur efficacité ou autres critères. On a fait des prototypes qu'on a validés, puis ça checkait à chaque étape. Ouais. On est arrivé à la fin, on a livré, puis Un blocage il y a un psychologique. blocage, ben, il y a peut-être ça. Peut-être que quand on validait finalement pas avec les bonnes personnes. Si on rencontrait tout le temps le manager, ben lui, il était content parce que c'est probablement lui qui avait donné le mandat. Donc, il était content de juste peser sur un bouton. Ouais. Donc, Mais le Ça- gars qui faisait la vraie job, lui, il était était pas pas- capable de sortir autant de police d'assurance ou je sais pas quoi à minute qu'il faisait précédemment. Oui, c'est dur à dire, là. Mais disons qu'on a eu beaucoup de demandes de changement après, mais une fois qu'on a entamé un programme de formation, de sensibilisation, d'exposer les avantages tranquillement, les gens commencent à s'habituer, mais maudit qu'on a dû faire ça beaucoup plus tôt dans le processus. En fait, c'est de quoi que j'ai lu récemment, parce que je voulais me préparer un peu au podcast, qu'un des grands défis des gens qui font du UX, c'est les refontes de système. Oui. Même si tu fais un beau travail, tu le dis bien, il faut prévoir avec ça une gestion de changement qui inclut formation, sensibilisation, les inviter aux reviews, les exposer régulièrement aux nouvelles solutions, les faire participer. oui. Puis, Là, on rentre dans l'intelligence collective de l'agilité, les faire participer au UX. Attends un peu, peut-être un segue, mais tu avais de quoi ajouter par contre? C'est un peu déconnecté. On verra si on regarde dans la séquence au montage. On a une formule pour ça. C'est-à-dire, Parenthèse. on va faire une parenthèse. Puis on va revenir. Ça prendra une musique puis des flashs de lumière. Mais tu étais beaucoup au moment où j'ai eu la question qui m'est venue, dans la validation puis la fréquence de tout ça. Oui. Est-ce que tu inscrirais le mouvement, là, A/B testing, là, envoyer ça dans le champ,
dans cette philosophie-là de validation puis de UX? Oui, ben, le A/B testing, c'est une forme de validation. Par contre, tu as déjà pris beaucoup de décisions avant, donc ça veut dire que tu as de l'information qui t'ont mené là. Tu vas faire ton test A/B testing qui vont te donner un résultat, mais souvent, le résultat est très quantitatif. Donc, tu as 28 personnes qui ont pris B, puis 12 qui ont pris A, donc B est meilleur, mais pourquoi? Ouais. Puis c'est le pourquoi souvent qui est plus riche que le La candidat, data, que le ouais. Google OK. Analytics. Là, qui, Ouais.